Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Par Ludovic Gavard. Allez, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est vraiment un réel plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle saison de Handé. Alors quelques petites nouveautés dans cette saison. Avant de vous en parler, on va commencer par le sommaire de cette première qui sera comme d'habitude bien chargé. On va commencer par Romain Guillard qui est avec nous, qui est un temps dans le coulisses. Donc c'était le trophée des champions ce week-end. On parlera avec lui de son ancien club, Tremblay. On va parler de Dunkerque et puis on va discuter un peu de son état de santé, longtemps blessé du côté de Tremblay. On va le recevoir dans quelques instants. On va parler de la LNH aussi, faire un point effectif sur les équipes qui devraient bien figurer dans le championnat. Montpellier, Paris, Nantes et donc Dunkerque avec Romain. Après la large page LNH, vous avez l'habitude, passe la Pro D2 et notre expert en la matière, Sébastien Mangin, plus connu sous le pseudo Leblond, vous le reconnaissez, nous présentera cette Pro D2 qui s'annonce également vraiment passionnante. En toute fin d'émission, nous dévoilerons le grand vainqueur de notre jeu concours concernant le logo Handé. Et j'en profite également pour vous annoncer que grâce à notre partenaire PK1, nous allons vous offrir tout au long de la saison des bons d'achat de 20 € à valoir sur le site pk1.fr. Alors soyez à l'écoute tout au long de la saison, soyez fidèles. Alors je vous parlais de surprise et c'en est une bonne surprise pour Handé. Vous n'aviez demandé depuis longtemps une voix féminine dans l'émission et bien c'est chose faite. J'ai le plaisir d'accueillir dans l'équipe Stéphanie Fernandez. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Ludo, bonsoir tout le monde. Alors vous nous rejoignez. Alors on va faire une petite interview et plus tard on la postera sur le site. Mais une petite question comme ça parce que pas mal de personnes nous l'a demandé en off. Alors quelle était votre motivation pour nous rejoindre Stéphanie ? Ma motivation première déjà, c'était pouvoir participer à l'aventure, à l'expérience d'Handé avec vous, avec un groupe déjà bien construit, pouvoir développer, pouvoir partager sur les résultats, les joueurs, les thèmes du week-end, l'actualité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Pour moi, c'est une expérience nouvelle et une expérience que j'avais envie de vivre avec vous. Voilà. On est heureux de vous accueillir, Stéphanie. Alors il y a également, et ça vous en avez l'habitude, il est un peu orphelin de son collègue Benoît Perabou qui, je vous le rappelle, malheureusement a moins le temps à nous consacrer avec son nouveau club, Salois Saint-Gratien. Donc il est du côté de et Michael Hilles, toujours présent avec ses excellentes analyses, est avec nous. Bonsoir Michael. Salut tout le monde. Ça y est, re-signé pour un an. Content de revenir, on est reparti pour une année, on va essayer de faire en sorte d'améliorer ça. Encore, on a déjà réussi à virer Benoît, c'est un bon point. Voilà, Benoît, si tu nous écoutes. Et on le reconnaît aussi entre tous avec son accent alsacien, notre spécialiste en étranger, c'est Sébastien Ripstein. Bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Et puis, comme je vous l'avais dit, Romain Guillard est déjà avec nous. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Alors Romain, merci d'avoir accepté l'invitation. J'imagine que on aurait peut-être aimé vous recevoir dans une autre situation. Trophée des champions oblige. J'imagine que c'est resté peut-être à travers la gorge encore. Oui, c'est encore une déception qui est encore bien présente. Et moi, le premier, j'aurais préféré intervenir en tant que détenteur du titre du trophée des champions. Mais bon, il faut bien un vainqueur et Chambéry l'a mérité. Et, bravo à eux. Alors on reviendra sur le trophée des champions, mais tout d'abord, première question. Sébastien, comment vous vous sentez physiquement après cette longue période de blessure ? Moi, c'est pas Sébastien. Pardon, Romain. Il n'y a pas de souci. Je voyais Sébastien. Non, ouais. Comment je me sens ? Plutôt bien, parce que j'ai été, pour l'instant, je suis épargné par les pépins physiques, et puis c'est un nouveau challenge. Qui se présente à moi, une nouvelle vie, une nouvelle aventure, un nouvel environnement. C'est vrai que j'étais habitué à la région parisienne depuis mon enfance. Et donc ça change, même si on n'a pas encore passé énormément de temps sur Dunkerque à cause des tournois de préparation, des stages. Mais écoutez, pour l'instant, je me sens très très bien, tout va bien. Il y a une très bonne ambiance, ça travaille bien. Et donc pour l'instant, très heureux de ma situation. Alors vous avez rejoint Dunkerque cette saison, avant vous étiez du côté de Tremblay. Comment s'est passé un peu les adieux avec Tremblay et Monsieur Imbrata ? Ouais, bien sûr, c'est souvent la question qu'on peut me poser vis-à-vis de la saison que j'ai vécue l'année dernière. Ça n'a pas été une saison très simple
à gérer, mais des deux côtés, parce que dès le départ de la saison, on savait que je partirais. Ça a été compliqué à gérer. Je pensais que ça allait mieux se passer, que c'était plus facile à gérer. Puis finalement, ça a été un peu compliqué avec des petits pépins physiques, avec un manque de confiance, avec forcément inconsciemment la tête un petit peu ailleurs. Donc ça a été compliqué, mais aucunement j'ai de regrets. J'ai essayé de rester professionnel jusqu'au bout. J'ai vécu de grandes choses à Tremblay. Je regrette rien. Et comme je l'ai dit au par ailleurs, si aujourd'hui j'ai réussi à mettre les pieds à Dunkerque, c'est aussi grâce à Dunkerque, grâce à Tremblay. Donc non, les adieux, les adieux. La semaine prochaine, je remets les pieds à Tremblay. Mais non, ça a été. Alors, saison galère avec Tremblay l'année dernière, vous venez d'en parler. Mais on a entendu parler pas mal de choses et d'autres. Un peu partout, il y avait soi-disant une mauvaise ambiance, désagréable, une certaine cassure entre le coach du côté de Tremblay. Est-ce que vous aviez ressenti un peu cet écart? Faut après différencier l'aspect personnel et individuel d'un joueur et du collectif. Le collectif, il vivait plutôt bien ensemble. Il y avait toujours une bonne ambiance. Benoît qui est avec nous peut en témoigner. Après, c'est sûr que ça a été compliqué au vu des résultats collectifs, l'ambiance, la relation avec les dirigeants et notamment notre entraîneur qui était Stéphanie Mbrata. Donc non, il n'y avait pas une ambiance délétère. Ça a été compliqué, bien sûr, vu les performances individuelles et rajouté aux performances collectives de l'équipe qui ont fait qu'on a traîné longtemps dans les bas-fonds du classement du championnat. Donc ça a été compliqué à gérer. Et au-delà de ça, fallait gérer à la fois l'aspect personnel et essayer d'être performant, et puis et aussi gérer aussi. En fait, on a eu chaud aux fesses, comme on dit, parce que jusqu'à la dernière journée, on était encore sensiblement concerné par la relégation. Donc ça a été très compliqué à gérer. Alors quoi qu'il en soit, maintenant vous voilà dans une équipe ambitieuse qui va jouer la Ligue des Champions, qui a vraiment aussi un coup à jouer en championnat. Alors comment s'est passée votre intégration du côté de Tremblay? Du côté de Dunkerque, décidément. On va y arriver. Non, mon intégration, elle a été facile. Déjà d'une, je suis la seule recrue du côté de Dunkerque. Donc à la fois ça va très vite parce qu'on peut pas passer énormément de temps sur mon cas, comme je suis la seule recrue. L'équipe a un mode de fonctionnement établi, donc c'est à moi de faire, comme la plupart des recrues dans les clubs, de faire un peu plus d'efforts pour s'acclimater, s'adapter, voir comment est le fonctionnement du club, de l'équipe. Mais pour le moment, mon intégration se passe à merveille. Je pense que l'image que Dunkerque a et ce qui se passe dans cette équipe a permis à l'équipe d'aller décrocher des grandes choses et notamment des titres l'an dernier. Donc il n'y a pas eu de souci particulier. Et puis je connaissais quelques gars quand même dans l'équipe qui ont permis mon intégration. Et puis du fait que je savais depuis un long moment que j'allais venir, j'avais anticipé aussi pas mal de démarches administratives ou même vis-à-vis de certains joueurs. J'étais déjà en communication avec eux, donc ça a été plutôt géré en amont et ça s'est plutôt vite réglé. Mika? Ouais, salut Romain. Salut. Moi, je voulais savoir un peu quelles avaient été tes motivations pour quitter le club de Tremblay. Bon, pas tant pour aller à Dunkerque, parce que c'est un club qui joue le haut de tableau, qui avec chance là joue la Ligue des Champions. Par contre, moi, j'ai une question un peu plus personnelle. C'est comment tu vois toi ton rôle dans cette équipe? Parce que comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est déjà établie. Il n'y a pas eu de départ. Et c'est vrai que les places vont être très chères. Et comment tu te sens et où est ta place dans ce collectif? Ouais, déjà pour te contredire un petit peu, il y a eu un départ quand même, c'est celui de Sébastien Bosquet qui a fait le chemin inverse au mien. Ouais, aujourd'hui. moitié. Voilà. Et donc bien sûr, il y a une forte concurrence dans le club, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force d'un collectif. Et pour aller chercher des titres et des grands résultats, il faut un haut niveau de performance et donc une concurrence élevée.
J'arrive pas en terrain conquis, loin de là, surtout avec la saison un peu galère que j'ai passée l'année dernière, donc à moi de faire énormément d'efforts. Après, ce qu'attendent de moi, notamment Patrick et Casal et Arnaud Calbry, c'est d'apporter encore plus d'assises défensives au groupe et puis en attaque apporter des solutions différentes de ce que peut apporter aujourd'hui et depuis quelques années Cornel Nagy et Bastien Lamont sur le poste de demi-centre, voire d'arrière gauche, parce que là, si vous avez suivi un peu, on a perdu quand même Erwan Siakam pour quelques mois parce qu'il a une fracture de l'avant-bras droit, donc on l'a perdu pour un petit moment et ça c'est un gros point noir pour nous parce que c'était un joueur qui était vraiment en forme depuis 2 ans, qui avait montré d'excellentes choses et donc à moi de m'adapter, d'apporter tout ce que j'ai su bien faire pendant un temps et que j'ai un peu perdu l'an dernier. Donc ça demande du boulot et je vous assure qu'on est assez derrière moi pour me pousser à bien bosser, mais j'ai une grande envie pour réussir. Et donc ça va demander un peu de temps parce qu'il faut s'acclimater, s'adapter aux nouveaux projets sportifs et à tout ça, mais je me pose pas trop de questions. Je pense que si je commence à me poser trop de questions, comme je m'en suis posé peut-être un peu trop l'année dernière, ça va être compliqué. Donc écoutez, il y a un mode de fonctionnement qui est très sain, il y a une concurrence qui est très saine. Après, je pense qu'on va avoir besoin de tout le monde. Vu les blessés qu'on a, il va encore plus falloir répondre aux exigences individuelles de chacun. Et répondre présent. Et répondre présent, bien sûr, tout au long de la saison, qui va être une saison à rallonge. C'est la Ligue des Champions, c'est une joie, c'est une fierté d'aller la jouer. Maintenant, elle va coûter pas mal d'énergie. Il faut pas se tromper d'objectif. Ça reste le championnat, Romain, l'objectif? Bien sûr, on n'a pas l'ambition d'aller gagner cette Ligue des Champions. Je pense que faut pas que ce soit notre objectif et ça l'est pas du tout. Donc, pour bien figurer, enfin déjà pour y participer à cette Ligue des Champions, c'est le championnat qui a qualifié le club et donc faut pas se tromper d'objectif et le président et les coachs, mais même nous à l'intérieur du groupe, on a comme objectif de faire une très belle saison en championnat pour justement revivre encore plusieurs fois cette qualification en Ligue des Champions. Alors justement, Romain, l'objectif du club cette saison en LNH, c'est de faire aussi bien que l'année dernière. Faire mieux, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Non, c'est sûr que Dunkerque sort d'une saison exceptionnelle, on peut dire, parce qu'ils ont gagné quand même 2 trophées et ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc, faire mieux, c'est possible. Ça va être très très compliqué parce que maintenant Dunkerque, était déjà attendu un peu partout, voilà, au tournant de pas mal de gymnases de France. Sauf qu'à ça, faut rajouter cette compétition en plus qui est la Ligue des Champions, qui va coûter énormément d'énergie, plus entre guillemets le nouveau statut de Dunkerque qui fait que ça va être très compliqué. Faut pas repartir sur les mêmes bases. Ça va devoir demander des efforts supplémentaires, être encore plus pro, faire attention à notre hygiène de vie et puis pas croire que parce que l'équipe l'a fait l'année dernière, juste en s'inscrivant dans la compétition, ça va le faire. Je pense que là va être la difficulté pour le groupe. Alors revenons un peu sur les matchs de ce week-end, le Trophée des Champions. On attendait peut-être un peu plus PSG Montpellier en finale, mais on a eu Dunkerque-Chambéry, un excellent match. Le premier match était contre Montpellier et son équipe réserve. J'ai envie de dire, vous étiez dans quel état d'esprit avant d'affronter et d'aborder ce match-là? Parce que est-ce que vous étiez dans l'état d'esprit, l'équipe alignée n'est pas la plus forte, donc ça va être plus facile, ou alors attention, on a un peu plus de pression parce que les gars, si on perd. Ouais, voilà, parce que les gars, si on perd, on va passer pour des bons abrutis. Après, le centre de formation de Montpellier, qui était aussi ajouté à ça par 2 joueurs qui ont l'habitude d'évoluer avec l'équipe première quand même, qui sont Gréby et Bonnefond, qui ont une vraie expérience de la D1 maintenant. Et non, il y a vraiment des joueurs de qualité. Et après, non, on n'a pas pris ce match par-dessus la jambe. Je pense que pour gagner ce match, il fallait vraiment être concentré, appliqué. Et au-delà de ça, il faisait, je sais pas si ça s'est ressenti à la télé, mais il faisait une chaleur atroce.
Ouais. Et au moins pour même vis-à-vis du corps, fallait vraiment bien se préparer psychologiquement et physiquement pour pas avoir de pépins. Et ça n'a pas été une partie de plaisir. Il a fallu s'employer parce que les jeunes de Montpellier ont vraiment montré du talent, de l'envie. Et donc on a gagné, mais ça n'a pas été une partie de plaisir non plus. Alors après, il y a eu la finale, cette fameuse finale face à Chambéry. On sait le résultat, hein, on va pas remuer le couteau sur la plaie. Mais Romain, qu'est-ce qui a manqué à Dunkerque? J'ai pas entendu la question. Qu'est-ce qu'il a manqué à Dunkerque pour la finale? Ouais, voilà, pour battre Chambéry, ça s'est joué à peu de choses. Donc, Ouais, bon, on perd de 2 buts, donc la réponse bête, c'est qu'il en a manqué 3. c'est vrai, Mais non, on commence très mal le match. c'est vrai. Je crois qu'on est à 9-4 Courir à après le 10-15 score. minutes. Et après, on fait beaucoup d'efforts pour recoller. On arrive même à la pause à passer devant, je crois, à 1 ou 2 buts. Et après, il a manqué des détails. C'est pas grand-chose. C'est un peu le sport de haut niveau qui est fait de ça. Et donc, il a manqué un peu plus de réussite, un peu plus de gestion sur les ballons importants. Il n'a pas manqué grand-chose, mais ces pas grand-chose font énormément de différence dans les matchs aussi serrés. C'est vrai. Ah, Romain Guillard est avec nous, joueur de Dunkerque, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, je les poserai à la fin de l'interview. Petite dernière question quand même avant de passer le relais à Stéphanie qui va vous mitrailler de questions un peu décalées, hein, C'est Romain. peu de le dire. Alors, l'équipe de France, Romain, est-ce que c'est purement utopique ou cela reste toujours dans un petit coin de votre tête? Parce que on vous dit souvent que vous êtes un peu aux portes de l'équipe de France. Euh, Ouais, Vous y non, croyez? ça reste vraiment de l'utopie au jour d'aujourd'hui. J'ai, j'ai eu pendant un temps un niveau de jeu très très bon, mais au-delà de ça, aujourd'hui, il faut pas que je me trompe d'objectif, ça ne l'est pas du tout. Il faut absolument que je retrouve le niveau qui était le mien il y a encore 1 an et demi, 2 ans, et, euh, et chaque chose en son temps, on va dire. Ouais. On va voir le jour, quoi. Mm. Bah écoutez, Romain, maintenant, bah, c'est la place à Stéphanie. D'accord. C'est sa première, alors. Bah, enchanté déjà. Ben, enchanté, Romain. On n'a pas eu l'occasion, on ne se connaît pas, mais écoute, je suis ravie en tout cas que tu aies accepté l'invitation. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bah, je vais te lancer sur une interview un peu décalée. Je compte sur toi pour être honnête et répondre un peu du tac au tac. Donc, pour commencer, ton surnom. Il y en a plusieurs. Mon surnom, ça peut être Lagui, ça peut être Guiton. Ça dépend des personnes. D'accord. Un jour marquant de ta vie. Un jour marquant de ma vie, mon titre de champion de France avec Ivry en 2007. D'accord. La dernière chose que tu fais avant de te coucher. Bon, attention, il y a des enfants, hein. Penser à Benoît Perabou. On fait tous la même chose. Ah bon, non. Bon, Ta dernière colère. hier soir. Hier soir. Bon, je demande pas pourquoi. Ton plus coriace adversaire. Ça remonte à un sacré bout de temps, mais un joueur que j'aimais vraiment pas jouer, c'était Sabi Ben Aziza, qui était lui à l'époque à Dunkerque, un arrière-gauche qui était, je sais pas, que je trouvais vraiment au top et qui m'a posé énormément de difficultés. D'accord. Et ton meilleur coéquipier? Désolé Ben. Non, je vais dire Guillaume Crépin, c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses avec moi, on a des parcours un peu similaires, et donc j'ai une grande histoire avec lui. D'accord. Avant de finir ta carrière, sous les ordres de quel entraîneur tu aimerais jouer? Si c'était une question utopique, enfin une réponse utopique, je dirais Talon Dutchebaev. Ouais. Et après, non, j'ai pas d'entraîneur comme ça qui me viennent. Du coup, tu serais plus Barça ou tu serais plus Kiel? Barça. Hmm. Est-ce que tu as une peur que tu aimerais perdre? L'avion, j'aimerais bien. Ah. Et surtout cette année, parce que je pense qu'on va le prendre pas mal de fois. C'est vrai. Pour la Ligue des Et- Champions, oui. Ouais, et ouais, non, l'avion, c'est, bah, je le prends, hein, mais on serre les fesses, quoi. Pas à l'aise. Ouais. Non. Pour toi, l'important est-il de participer?
Non, Très non, bien. non, il n'y aura pas d'autres. Non, on fait pas de la performance pour participer, je crois. Enfin, sinon Non. on se trompe un peu. L'important, c'est de gagner, quoi. Ouais, ça dépend. Coubertin disait. C'est vrai. Mais bon. Quel serait le monde idéal selon Romain Guillard? Le monde idéal, Mhm. pas le nôtre, ça c'est sûr. Mais non, un monde idéal, c'est utopique comme question. Ouais. Ouais, mais bon, tu pourrais C'est pas une être question plus pour les effacique. Miss, ça? Alors la paix dans le monde? Ouais, réponse bateau. Ouais, quand on allume la télé aujourd'hui, c'est pas reluisant et il se passe tellement de choses que c'est compliqué de voir une once d'espoir. Après, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, quoi. Après, tu regardes le côté positif aussi. Il y a aussi de belles choses. Oui, Mais oui, bien sûr, faut pas être fataliste, hein. Il s'en passe des belles choses, mais on les voit pas assez. ouais, t'as raison. Et si je regarde dans ton sac, si j'y fouille un peu, qu'est-ce que je peux y trouver de différent que je trouverais pas chez les autres? Eh bah, vous allez vous foutre un peu de ma gueule, mais Ah! j'ai acheté là à l'aéroport, ça a bien fait rire tous mes coéquipiers. J'ai acheté un kit de voyageur parce que il faut absolument que je dorme tellement on dort pas beaucoup en ce moment. Et je me suis acheté le petit oreiller du voyageur avec les petites lunettes de sommeil là, toutes noires. Et je peux vous dire que ça a bien fait rigoler mes coéquipiers. T'inquiète, je les aime aussi. Ah, Tu faudra vois, prendre une photo. tu te sens moins seul. Oh non, Et mais en voiture, dis-moi, en voiture, tu conduis ou tu te fais conduire? non, non, je conduis. D'accord. Si tu es sélectionneur de l'équipe de France, bon, ben là, écoute, est-ce que tu te prends pour janvier au Danemark? Non. Mhm. Est-ce que tu en as marre de mes questions? Pas le monde du monde. C'est vrai? Bon, bah écoute, je vais te proposer, sans même te dire le nom de notre prochain invité la semaine prochaine, de pouvoir à ton tour poser une question que je lui poserai moi-même. À moi, faut que je pose une question à l'invité Ouais, tout en sachant que je sache pas qui c'est. exactement. Une question piège que je Oh là, pourrais lui poser. c'est un handballeur quand même. Oui, quand même, on restera dans le thème. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Quelle question on pourrait lui poser à lui? Bah, est-ce que lui, il se voit à court terme en équipe de France? T'inquiète, je raterai pas. Ok, ça marche. Eh ben, c'était parfait. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Très bonne saison Oui, à toi, à Dunkerque. Et c'est puis, gentil. belle bise à papate aussi. Ouais. À très bientôt. Allez, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, Merci. c'était super, Stéphanie. Et puis, Romain, on attend la petite photo avec le kit du voyageur quand même. Il n'y a pas de souci. Ça va faire rire. Moi, j'ai donc, comme vous savez, Romain, Benoît, il est en train de s'entraîner à l'heure actuelle, mais il m'a laissé quand même un petit message. Je lis texto, hein. Tu lui diras qu'il a bien progressé au poste de pivot. Voilà, c'est, Ah, il a vu le match d'hier sûrement. je pense. Donc, c'est du Benoît Perabou. Ah, il m'a tout appris ce coup. Et puis, Ah, bah, vous l'aurez, vous lui ferez un bisou aussi. pas de souci. Et dernière petite question, c'est les auditeurs qui nous l'a posée. Question de Vince qui nous disait, justement, vous en savez peut-être plus, Romain, quels sont les bruits qu'il a entendus sur la construction de l'aréna à Dunkerque? Est-ce que ça avance? Vous en savez? Ça avance, ça avance, ça avance. Maintenant, c'est pas aussi facile que ça. J'ai peu d'informations, bien sûr, encore dessus, mais c'est un réel projet, c'est une réelle envie de la part du maire actuel de la ville et de la direction du club. Maintenant, monter une arena, je suis pas dans les petits papiers, mais c'est très compliqué. Ça devrait se faire. Maintenant, il me semble que ça va jouer au courant ça doit voir le jour. Ce sera pas avant 2-3 ans normalement. Prochain match fait face à Tremblay, Romain. C'est le hasard du calendrier ou le destin, comme on veut. J'imagine que ça va être une rencontre particulière. Ouais, c'est aussi la question qu'on me pose régulièrement, Ouais, mais j'imagine bien. particulier, oui, bien parce que j'ai vécu quand même 3 ans et pas mal de choses à Tremblay et de rejouer contre les gars avec qui on jouait encore il y a pas si longtemps, c'est toujours particulier. Maintenant, je pense que le temps d'un match, il va falloir faire abstraction de tout ça. C'est pas forcément évident, mais bon, je vous dirai ça plus samedi soir vers 22h30.
Eh ben, on vous souhaite bonne chance pour cette saison avec Dunkerque en Ligue des Champions, LNH, et puis forcément en coupe, et puis au plaisir, hein, Romain, vous êtes le bienvenu. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci Romain et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Et ben voilà, c'était Romain Guillard avec nous, hein, excellent, hein, comme d'habitude. Donc à suivre cette saison aussi du côté de Dunkerque. Donc on a parlé de ce trophée des champions justement pour rebondir un peu là-dessus. Stéphanie, vous avez peut-être aussi votre avis là-dessus de délocaliser un peu ce trophée des champions. On a vu là que c'était un peu pathétique quand même, pas trop de public, une chaleur insupportable, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est tout bénef quand même de se faire déplacer ça quand c'est pas à Miami, c'est en Tunisie? Non, tout bénef, enfin moi, à mon avis, ça n'engage que moi. Il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est un intérêt financier pour sûrement la LNH, mais c'est vrai que pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, on va dire, que de faire un trophée des champions en dehors du territoire français, ce que je trouve gênant. Au jour d'aujourd'hui, le hand bénéficie en tout cas d'un très bon aura. Les gens n'attendent que ça, de voir des belles équipes dans les salles. Donc bon, effectivement, ça peut être pas mal sur une saison, sur une édition, mais après le faire chaque année en dehors, je trouve que c'est dommage. C'est priver un peu les supporters français à chaque fois des 4 belles équipes et de très beaux matchs. Bon, après, je ne suis pas dans les petits papiers pour savoir ce que ça engendre. Voilà. Alors il n'y a pas que le hand, hein, c'est pareil aussi au football, hein, le trophée des Oui, champions. mais après, on n'est pas obligé de faire tout ce que font de pas bien les autres. C'est vrai. Au contraire. Alors, pareil, petite question aussi, Stéphanie, vous pouvez répondre, ou Mika. Attends, moi, je peux mettre mon premier tag de la saison quand même. Ah bah, fais-toi Allez, plaisir. vas-y. C'est une catastrophe ce truc en Tunisie là. Pas de clim, pas de public. C'est quoi? C'est les vacances de la LNH? Je comprends pas moi. Non. Je suis au courant d'une autre candidature qui avait été posée. C'était une candidature vendéenne. Je suis bien placé pour le savoir puisque c'était des amis et des anciens partenaires qui avaient mis le projet en place et on a pu voir avec les matchs de l'équipe de France qui se sont joués dans le coin là-bas que les salles sont blindées, qu'il y a un vrai enthousiasme, alors quitte à délocaliser, autant faire un truc un peu intéressant en termes handballistiques, c'est-à-dire moi je serais pas contre une espèce d'échange franco-allemand avec les finales Trophée des Champions en Allemagne et en contrepartie on accueillerait la finale de la Coupe d'Allemagne par exemple. Ça pourrait permettre de voir du beau handball allemand en France et de s'exporter dans un pays où on est sûr qu'il y aura du public et en plus c'est une possibilité pour le public français d'y aller parce que là en Tunisie je suppose que c'était pas, même s'il y avait des packs ou je sais pas quoi, je pense que les gens n'ont pas eu la démarche de se dire tiens je vais aller en Tunisie pour aller voir la finale, le Trophée des Champions. Donc non, je trouve que c'est une catastrophe et la Ligue fait vraiment un travail pas terrible là-dessus. Je vais pas être méchant, mais la dernière chose, tu l'avais dit, la Coupe de la Ligue à Miami, il était censé y avoir des écoles, des machins, c'était un flop, une salle de 20 000 personnes avec 1000 personnes dedans. Là, ils arrivent même pas à remplir une salle qui fait un peu pitié. Donc non, et en plus le spectacle proposé était vraiment pas terrible parce que comme il a dit, il y avait une chaleur suffocante, il y a eu énormément de pertes de balles. Au bout d'un quart d'heure en deuxième mi-temps, il n'y avait plus d'énergie chez personne. Donc non, c'était vraiment, pour moi, je vois que du négatif à part ce trophée pour Chambéry qu'il mérite depuis les années qu'il n'en avait pas eu. Eh ben, le coup de gueule est bien passé, Mickaël, et je pense qu'une majorité d'entre nous sommes d'accord avec toi. Il y a eu aussi un autre fait marquant dans ce trophée des champions, c'est Montpellier, qui s'est déplacé avec une équipe, entre guillemets, réserve, pour 4 contrats non homologués, hein, via la LNH, etc. Donc c'est un petit coup de gueule qu'a voulu pousser le club. Bon, ils sont tirés. C'est pas la communication qu'ils ont eue, hein. Moi, j'ai pas l'impression que tout le monde l'interprète comme ça. Je serais plutôt pour dire que c'est un peu ça aussi, mais Canaillé en conférence de presse disait sans ces 4 joueurs, je vais être obligé d'y aller avec 10 joueurs et je vais pas pouvoir faire tourner, il va faire chaud, machin, j'ai pas envie de péter des joueurs et d'arriver au premier match de championnat avec des joueurs blessés. Donc Contre Aix. il s'est un peu il s'est un peu défendu d'avoir fait ça en représailles
contre la CNACG. Après, si c'est vraiment des représailles, je trouve ça petit, je trouve ça dommage après ce qui s'est passé l'année dernière avec Montpellier. Je pense qu'ils auraient plutôt intérêt à ne pas trop la ramener entre guillemets Faire profil bas, ouais. et ils se privent. Enfin, ils sont partis un peu perdants en se disant bon, de toute façon, on va pas gagner ce titre-là, ça sert à rien d'y aller, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage et c'est vrai, Sébastien Ridstein, t'as quelques infos là-dessus. Ça va pas très bien du côté de Montpellier, Seb. Ah, on a perdu Seb. Ouais, Oui, ouais, non, je suis là, je suis là. Voilà. Ouais, Je suis là. donc Sébastien, t'as quelques petites infos du côté de Montpellier ou pas à nous communiquer là? Des informations officielles ou officieuses? Oh, bah, officieuse. Toute la question est là. Hein. Officieuse, allez. Officieuse, c'est qu'actuellement, Montpellier, il y a la question d'un joueur qui se pose, c'est notamment le cas Thierry Omeyer, quoi. Qui voudrait partir. C'est ça, Ben, Sébastien. a priori, d'après ce que je comprends, il a reçu une offre du PSG, quoi. Alors après, toujours à confirmer, faut se faire très attention à ce genre d'informations, mais comme quoi, effectivement, il a été contacté par le club de la capitale. Alors, on va justement passer en revue ces équipes. On est sur le cas de Montpellier, autant continuer. Montpellier, Stéphanie, est-ce que tu les mettrais dans ton top 5? Comment ça va se passer? Parce que Montpellier, c'est un peu l'interrogation, quand même. Bien sûr, Montpellier, je les mets dans le top 5. J'ai aucun doute là-dessus. Ils ont de très bons jeunes. Bon, ce qui concerne la rumeur sur Thierry, bon, pour l'instant, déjà, ça fait un moment qu'elle y est, cette rumeur. PSG avait déjà fait une offre. Mais il faut savoir que Thierry a un contrat avec Montpellier. Donc, pour l'instant, tant que Montpellier ne veut pas, c'est pas possible. Donc, pour cette saison, je pense qu'ils feront avec Thierry et ils sont dans mon top 5, voire même mieux dans mon top 3. Oui. Et justement, Stéphanie, même Mickaël ou Seb, vous pouvez réagir. Il n'y a pas trop pris dans la marchanderie quand même pour Thierry Omeyer, qui avait signé avec une équipe qui avait encore Nicolas Karabatic, qui jouait la Ligue des Champions pratiquement tous les ans. Et là, il se retrouve sans quand même un des meilleurs joueurs du monde et en plus. Bien sûr, j'imagine, c'est la grande désillusion. Vous imaginez, vous signez dans une équipe. En plus, à l'époque où Thierry signe, il n'y a pas encore le PSG Qatari, version Qatari. Donc il y a Montpellier qui écrase tout et qui en plus à l'Arena et qui vise une nouvelle Ligue des Champions. Et Thierry signe en se disant bah voilà, avec Nico on revient et puis on ramène cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Donc c'est effectivement pour quelqu'un de compétiteur et de gagneur comme Thierry, c'est assez difficile à gérer, mais après en grand champion, il assumera. Et après, moi, je trouve qu'au contraire, comme on parle de reconstruction de ce club, je pense que c'est important de se présenter comme un joueur qui revient dans son club pour l'aider à refranchir des paliers. Alors c'est vrai que j'ai un peu discuté avec lui et c'est l'éternelle question, c'est que lui, il est très déçu d'avoir perdu, d'être éliminé en Ligue des Champions. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau du public. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à se faire racheter à Montpellier. Il y a tellement de gens qui attendaient un petit peu que ça se casse la figure et d'autres qui sont là pour aider que finalement, aller au bout de l'EHF et j'espère la gagner. Au contraire, tout le monde sera heureux côté de Montpellier. Alors, on essaiera d'avoir Thierry Omeyer dans les semaines pour tout simplement prendre de ses nouvelles et parler et discuter un peu avec lui. Donc Montpellier, pareil, Mika, est-ce que pour toi c'est encore une inconnue ou alors Montpellier sera toujours fidèle au rendez-vous dans le top 3, pourquoi pas? Il faudrait déjà savoir où ils en sont financièrement et ce qui va en advenir de ces 4 contrats. Je pense que ça va se régler, mais bon, si ça venait à ne pas se régler, ça pourrait être problématique. Après, je suis assez d'accord avec Stéphanie, je pense qu'ils vont encore être dans le top 3, voire le top 2, hein. Ils vont encore jouer, pourquoi pas le titre, vu ce qui est capable. Bon, je pense que sur la durée, PSG sera intouchable, mais on a vu qu'ils n'étaient pas non plus imbattables dès le premier tournoi de la saison, ils se font sortir, donc par Chambéry qui est un peu amoindri en ce moment, donc il y a raison de croire qu'il y aura encore peut-être une petite bagarre cette année. Et puis non, je suis complètement d'accord avec Stéphanie sur le fait que cette coupe là, ça peut être vraiment sympa. Je le disais tout le temps pour Chambéry. Maintenant cette année, c'est Montpellier qui en fait les frais. Et le fait de jouer cette coupe EHF et de peut-être la gagner, ça peut être une dynamique qui peut vraiment relancer le club, les partenaires.
gagner une coupe, finir deuxième ou premier et être en Ligue des Champions et c'est reparti la saison prochaine, quoi. Ça peut ramener de l'argent, ça peut ramener du public et voilà, quoi. Je pense que ça peut être une année charnière et dans le positif. Alors, avant de demander son avis aussi à Sébastien Ripstein concernant cette équipe de Montpellier, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir, n'hésitez pas à aller sur le chat, soyez pas timides, hein, il y a Sabine qui vous accueillera et qui nous relayera toutes vos questions, donc n'hésitez pas à aller sur rtsradio.fr et sur le chat pour discuter et nous donner aussi vos pronostics hein, pour la fin de la saison, une saison qui débute la semaine prochaine, je vous le rappelle. Alors, Sébastien Ripstein, Montpellier, top ou flop de la saison? Ben moi, personnellement, je vais être un peu, faire mon bon Alsacien, être un peu en contradiction avec Mickaël. Je suis, on va dire, entièrement d'accord avec ce que Stéphanie a dit. Ah, merci les garçons, vous êtes au top ce soir déjà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce qui m'a fait sourire, c'est que Stéphanie a dit, j'ai l'impression qu'elle a lu dans mes pensées. Tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est ce que j'allais dire, donc. Ça me fait plaisir. Merci Sébastien. Mais disons surtout que moi, bon, je ne vais pas m'épiloguer longtemps là-dessus, mais c'est vrai que connaissant d'abord Thierry Omeyer, connaissant un petit peu, c'est vrai que moi je ne me fais pas de soucis pour lui, c'est quelqu'un qui aime les challenges et qui va les relever. Après, c'est vrai que le fait de ne pas jouer la Ligue des Champions, que Montpellier a eu pas mal de pépins, là, c'est l'année dernière et là encore un peu cette année, quoi, je pense un peu au niveau financier, etc. Mais bon, sans faire l'oiseau de mauvais augure, on sait que certains contrats, notamment les contrats qui ne sont pas encore homologués, coûtent, on va dire que ces personnes-là coûtent relativement cher, donc c'est une part importante dans le budget, mais bon, après, si on peut lire les récentes déclarations de Wissam Orman, par exemple, on verra que Montpellier, ils veulent vraiment faire une saison top au top, et Ligue des Champions ou pas, ils seront en coupe HF, etc. Donc cette année, je pense qu'on pourra compter avec eux et qu'ils seront très très motivés pour faire un résultat, surtout que là, il y a un beau challenge avec le Paris handball. Donc après, moi, personnellement, mon cœur dirait que Montpellier peut faire une très très belle saison. À confirmer, bien sûr. Voilà, Montpellier, hein, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils seront encore au rendez-vous. On va parler maintenant du champion de France en titre, Paris Saint-Germain. Un petit point, Sébastien, sur le recrutement de Paris, qui a été encore exceptionnel, hein, j'ai envie de dire, avec notamment un Français qui est revenu. Ah, tu parles de Air France, c'est Daniel Narcisse, exactement. Ce brave Toumout. Ouais, donc effectivement, le PSG en bas, nous fait un beau recrutement avec les arrivées, bon, certaines étaient déjà prévues, d'Igor Gori, niveau croate qui vient d'Hambourg, et puis personnellement, qui est toujours, malgré son âge avancé, on a l'impression de voir un gamin de 20 ans courir. Je ne sais pas si on va me contrôler là-dessus, mais c'est vraiment l'impression que donne Igor, quoi. Après, il y a eu donc Daniel Narcisse, ça on le sait. Il y a aussi un inconnu peut-être, que moi je connaissais déjà, c'est l'ailier monténégrin Faroudin Melic, qui arrive de Vélénier, qui s'est montré assez incisif dans la petite finale de Trophée des Champions, puisque si je crois, il a marqué 17 buts. Si c'est ça? Non? Je dirais. Ouais, on boit tes paroles, ouais, 17 buts, pourquoi pas. Ouais, voilà, 17 buts, voilà. Il y a encore bon Gabor Tchatchar, le demi-centre de Veszprém qui est arrivé, quoi, très bon demi-centre aussi. Et encore un joueur pour la défense, pour remplacer ce brave Didier Dinard, c'est Jakov Goyoun, le croate, qui arrive de feu l'Atlético Madrid, hein, derrière son âme. Voilà, ça c'est le recrutement. Et au niveau des départs, bon, les départs certains été avortés. On sait que Didier a arrêté sa carrière. Ensuite, il y a Nicolas Claire qui est parti, qui a rejoint Nantes. Ensuite, Saïd Xir, Nivor sont partis. Mathias Ortega qui est parti du côté d'Angers, le Slovène Rok Prasnik a priori qui est parti aussi. Bon, Magnus Dahl, ça on le savait déjà que c'était déjà parti avant, mais maintenant c'était un prêt avec Madrid et là il a signé avec ça. Et encore Clémentia qui est parti à Nanterre, voilà, pour être concis. Eh ben dis donc, une sacrée équipe, Stéphanie. Est-ce que Paris a des concurrents dans ce championnat? Paris n'aura pas vraiment beaucoup de concurrents, mais après, faut voir comment cette équipe se comporte sur les 2 matchs de la semaine. C'est surtout là où ça va se jouer. Alors, effectivement, avoir une belle équipe, déjà vaudra voir un peu comment l'entraîneur gère tout ça. Et puis voir comment ils enchaînent les matchs. Après, la machine peut très vite se lancer. Et dans ces cas-là, effectivement, ils ont une armada impressionnante. Et après, il y a toujours le petit pépin qui peut faire que ça s'enraye. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça c'est ce qui arrive aux grandes équipes. Maintenant, c'est le début de l'aventure, à voir quel chemin ils vont prendre. Mais dans le championnat de France, alors peut-être qu'ils perdront quelques points. Mais je vois les autres derrière eux en perdre beaucoup plus, donc non, je les vois effectivement archi favoris.
Eh ben justement, j'ai une question pour les spécialistes. Et je vais la poser à Mika. C'est un auditeur encore. Comment vous trouvez la gestion des joueurs de Philippe Gardan? Il fait jouer de très bons joueurs peu de temps, type Garcia ou Alan Gibson. Donc gestion de l'effectif, Mika, Ouais, mais de très bons joueurs, ouais, ils sont pas mauvais, mais quand tu vois l'effectif, c'est c'est vrai. quand même les moins bons de l'effectif. Après, là où je suis un peu d'accord avec l'analyse, c'est que dans ce tournoi là en Tunisie où il faisait 1000 degrés, il aurait pu faire un peu une gestion à la Barcelone, comme disait Fred Brindel, c'est-à-dire un quart d'heure, on change toute l'équipe et c'est la machine qui avance parce que de l'autre côté, il n'y a pas autant de rotation et je pense que ça aurait pu payer. Mais en même temps, c'est quand il a sorti un peu les cadres qui se sont fait remonter. Donc c'est toujours très difficile à gérer pour un coach. On veut faire tourner. Et quand on fait tourner, la machine s'enraye un peu, on commence à stresser. Et quand on remet les cadres, c'est trop tard. Donc c'est difficile à gérer et c'est tout le talent d'un entraîneur qui doit s'exprimer. Alors, on parlait tout à l'heure de gardien de Thierry Meyer, mais justement, est-ce qu'à Paris, il manquerait pas peut-être un gardien quand on voit les performances de Gérard, de Dumoulin pendant le Trophée des Champions, on a l'impression que Paris, c'est peut-être un petit point faible d'avoir Sierra, non? T'es, Ah, t'es dur là. un petit point faible, Sierra, quand même. Il a, Ouais. il a peut-être pas été au Gérard a pas niveau. fait un gros tournoi. Voilà, C'est plutôt William qui a assuré, William Hanotel qui a assuré dans les buts. c'est vrai. Et Sierra, il a fait quand même une assez belle partie. Non, après, Et ce qui manque, c'est vrai, dans les grandes équipes qui jouent la Ligue des Champions pour la gagner, c'est ce qu'annonce Paris, c'est qu'on a souvent vraiment deux paires de gardiens. Par exemple, cette année, Barcelone, c'est sûr qu'ils ont les deux paires de gardiens. Vous en sortez un il y en a en général sur les rotations, il y en a un qui fait la Liga et l'autre qui fait la Ligue des Champions. Dès qu'il y en a un qui, donc voilà, ce qui manquera à Paris peut-être, c'est ça. Mais sinon, Sierra, à le Ouais, niveau, il l'a prouvé l'année dernière et non, j'ai confiance en lui pour cette année aussi. et puis Annonay, bon, je suis pas très optimiste, c'est mon pote, mais ça dure. il a su montrer qu'il était présent aussi quand on avait besoin de lui. Et quand il n'est pas utilisé beaucoup en général, quand il rentre, il est assez bon. Donc Mm. il a sauvé quelques matchs l'année dernière, notamment contre Créteil à la maison, je crois, ou contre Tout à Ivry, fait. où c'était très chaud. Et donc même si je suis assez d'accord, il y a un moment où si tu vas vouloir gagner la Ligue des Champions tous les ans, il va falloir avoir deux très grands gardiens internationaux. Mais pour l'instant, je pense que ça fait le travail. Mm. Alors on va pas s'éterniser sur cette équipe, on en a parlé longuement avec Romain Guillard, notre invité de tout à l'heure. Dunkerque quand même, messieurs, dames, un petit mot sur cette équipe. Est-ce qu'elle sera aussi à la bagarre et pourquoi pas faire aussi bien que l'année dernière, second, Sébastien? Oh bah moi personnellement, malheureusement, tu sais que je suis un peu pro Dunkerque, non? Oui, bah pas de bol. Surtout avec mon ami Vincent Gérard. Bon, j'espère que Samy ne m'en voudra pas trop sur le chat, hein. Mais bon, non, moi Dunkerque, je verrai bien nous faire une superbe saison, quoi. Moi, je reste confiant en leur capacité. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu attendus au vu de la prestation de cette année, mais bon, moi je reste confiant. Alors Dunkerque, on verra, on l'a dit, hein, pas trop de changements, à part entre Bosquet et Guillard, ils ont fait le chemin inverse. Il y a une autre équipe aussi, on n'entend peut-être pas trop parler en ce début de saison qui va commencer, c'est Nantes. Hein, Nantes avec pas mal d'Espagnols. Hein, pareil, Stéphanie, est-ce que Nantes peut aussi aller titiller Paris? Ça va être compliqué quand même. Oh, si, des équipes comme ça, en général, elles ont du cœur, elles peuvent titiller sur un match, oui, Sur un suivant match, la conjoncture de la semaine, tu joues, tu reçois, t'as reçu une grosse équipe juste avant, bah tu chopes Nantes et pourquoi pas, oui, après les embêter. Non, je les mets de toute façon dans mon top 5, ouais, Nantes, bien sûr, oui. En leur souhaitant en plus de faire un super parcours en Coupe d'Europe. on espère que ça Ouais. s'échouera pas en finale. Hein. Ils y sont pas en Coupe d'Europe, je crois. Justement, ils l'ont raté en fin d'année dernière parce qu'ils ont joué justement la Coupe d'Europe à fond et que sur la dernière journée, il me semble qu'ils sont plus européens. Là, cette année? Mais je crois. Ah ah, à vérifier Il me ça. semble, hein, parce qu'ils n'étaient pas au Trophée des Champions, donc ils sont en cinquième et donc pas européens. T'as pas tes 5 premiers? Ah, mince.
Bon, Ah ben non, oui. à vérifier, effectivement. Ah oui, donc effectivement, ouais, je les vois bien, puisque là, raison de plus. Autant Dunkerque, et papa te l'avait bien dit, à la fin de l'année, bon, bah, avec la Ligue des Champions, les ennuis commencent. Autant Nantes, s'il n'y a plus qu'un match par semaine, je pense qu'ils vont en embêter pas mal, ouais. Donc, ouais, avec une compétition de moins, ça peut faire mal du côté de Nantes. Une autre équipe, Chambéry, voilà, un vainqueur du Trophée des Champions. Mika, Chambéry nous a montré quand même de belles performances, hein, éliminé Paris, éliminé Dunkerque, sans les frères Gilles qui étaient, enfin sans deux frères Gilles, pardon. Et puis voilà, Mika, Chambéry. Ouais, non, Chambéry, très agréablement surpris parce que vraiment, il leur manque quasiment tous leurs meilleurs joueurs de l'effectif sur le papier. Donc, et ils arrivent encore à se sortir de ce trophée des champions et à gagner. L'année dernière, ils avaient fait une campagne de Ligue des Champions catastrophique et qui leur avait vraiment coûté très cher en termes de blessés, de psychologie aussi. C'est dur de prendre des branlées chez soi. Et par contre, ils étaient vraiment très compétitifs en championnat en début d'année. Donc, cette année, en ne jouant pas la Ligue des Champions, peut-être que ça va un peu les relâcher, et qu'ils vont avoir de la confiance avec la Coupe EHF. Et non, je pense que ça peut être une belle saison pour Chambéry, et en espérant qu'ils aient enfin l'apport des frères Gilles, qui n'ont pas eu énormément l'année dernière, puisque beaucoup de blessures, notamment Bertrand. Et j'espère que cette année, ils pourront les aider un peu plus. Alors, sur les auditeurs qui nous écoutent, hein, donc Sabine m'a remonté un peu l'info. Nantes a été repêché pour la Coupe d'Europe. Voilà, c'est ce qui me semblait, ouais. Affaire à suivre. D'accord, repêché, je savais pas ça. Voilà. Donc, J'ai mal fait mon travail. bah non, mais au moins c'est voilà, c'est une chance de plus, hein, le HF pour Nantes qui a échoué en finale l'année dernière, hein. Donc ça va être aussi sympa à suivre toute cette saison du côté de Nantes. Il y a aussi des équipes comme ça qu'on aurait pu mettre. Alors j'ai peut-être oublié Saint-Raphaël, Mika. Pour le top 5? Ouais. Non, ouais, Saint-Raph, c'est toujours égal à lui-même, hein, et ça continue. Ils ont perdu Meganem, ils ont récupéré Morten Olsen qui est très fort. Baraché va leur apporter énormément, je pense. Il faut voir si. Non, je Et pense que aussi ça peut. Atlasson aussi. Atlasson, oui. Atlasson, je l'ai pas vu jouer malheureusement parce qu'il était encore un peu blessé le dernier match contre nous. Mais non, je pense que ça peut être une belle surprise parce que le recrutement était vraiment judicieux et de qualité. Donc peut-être pour les titiller, ouais, ces équipes comme Dunkerque et Nantes et Chambéry. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres équipes, hein, notamment Aix-en-Provence, on va en parler quand même. Mika, les objectifs d'Aix pour ce championnat. Alors il y a l'après aussi Nicolas Karabatic. Comment il y a pas mal de recrutements, de nouveaux joueurs. Tu peux nous en parler? Est-ce que voilà, est-ce qu'ils sont bien adaptés? Est-ce que l'équipe est aussi forte que l'année dernière? Et puis l'objectif de Jérémy Roussel et de tout l'encadrement d'Aix. Mais l'objectif, c'est le maintien. On va pas péter plus haut que notre cul entre guillemets. On, on, on est que sur la deuxième saison en LNH. On a certes recruté des joueurs très intéressants. Yosu Gonileos qui est, je pense, un futur international espagnol s'il continue de progresser et qui devient un petit peu plus méchant qu'il ne l'est, parce qu'il a beaucoup de talent, mais il manque un peu de D'agressivité. méchanceté et d'agressivité. Mais après, Johan Ploquin va sans doute nous apporter de l'expérience et de la sérénité. Et le grec, Vasilakis a vraiment un très gros shoot. Maintenant, il est un peu, physiquement, il est un peu léger. J'espère qu'il va réussir à s'adapter à la vitesse de la LNH et pas être un peu en retard sur le reste du groupe. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas. Donc, non, on va jouer le maintien tout en essayant de faire mieux que ce qu'on avait fait l'année dernière. Ça va être dur parce qu'avec Nico, on avait vraiment fait une deuxième partie de saison très intéressante. Mais l'objectif, ce serait de réussir à faire deux parties de saison de ce niveau et de réussir à être au moins à la même place qu'on a été l'année dernière. Ce serait pas mal.
Alors, Stéphanie, est-ce que j'ai oublié une équipe peut-être où il y aurait peut-être une petite équipe surprise qui viendrait s'ajouter à ceux déjà cités Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a Ouais, une petite je surprise? sais, je vois très bien où tu veux m'emmener, mais j'ai envie de te dire, Ah oui, n'en parle non, pas, t'as raison, ça sera carrément la surprise, c'est parce vrai, non, qu'effectivement, j'ai même pas pensé, c'est vrai. Toulouse, effectivement, Toulouse, pourquoi pas. non, Tremblay, Toulouse, ouais, parce que, non, mais moi, parce que je les vois travailler, je vois comme l'équipe est en train de prendre, mais après, c'est un groupe remanié quand même pas mal, donc il faut encore que la mayonnaise prenne. Mais sur cette prépa, elle commence à prendre. En tout cas, elle montre des signes très très positifs. Donc, écoute, non, je préfère pour l'instant, bon, qu'on n'en parle pas trop, mais je pense qu'effectivement, je les mets dans un top, disons avec Saint-Raph, non, je pense que ça peut, voilà, dans un 6-7, je les vois par là, je les vois bien embêtés quand même et avec un rythme comme ça d'un match par semaine, pourquoi pas venir un peu embêter certains. eh ben, on l'espère. Il y a aussi une équipe qui s'est renforcée aussi pas mal. C'est Tremblay, beaucoup de départs, pas mal d'arrivées. Mika, est-ce que c'est une des dernières chances de Stéphanie Brata peut-être parce que s'ils refont encore une saison pareille, Sans doute, parce que j'ai pas en tête tout le recrutement, mais il me semble que ça a été aussi assez judicieux. Bosquet, mm, c'est un apport indéniable. On l'avait pressenti un peu chez nous. On était un peu déçus c'est vrai. que finalement ils choisissent Tremblay. Je suis pas du tout dans les tractations. Je sais pas ce qui s'est passé, mais au final, il est parti à Tremblay et ils ont recruté un ailier gauche qui est vraiment très bon, je trouve. C'est un jeune Tunisien là qui est vraiment plein de gaz et qui est très bon finisseur. Et après, les autres, va falloir me les me rappeler parce que je me rappelle plus de toutes les recrues, mais je sais que quand j'avais vu, j'avais trouvé ça assez intéressant et je pense ils peuvent aussi titiller le haut du tableau, mais on sait que Tremblay, c'est tout ou rien, donc à voir si Stéphane Imbrata arrive à sortir quelque chose de ce groupe et à Eh bien, de penser les blessures de l'année dernière eh bien, Pardon? non, non, je disais, Sébastien va nous donner un peu le recrutement du côté de Tremblay. Seb. Ouais, donc au niveau des départs, donc il y a eu un certain Romain Guillard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un autre, alors là, je ne sais pas du tout, Benoît Perrabou. Je ne sais pas si Mika, ça te dit quelque chose? Ah, j'ai oublié, il y a Ternel aussi, demi-centre, ouais, qui a été recruté, qui est Exactement. assez intéressant dans l'animation du jeu. Ivan Gaïc Ça, aussi. c'est Romain Ternel, oui, exactement. Ensuite, au niveau des départs, il y a encore eu Damien Wag, ou de Pégué, au choix, sur la prononciation, qui est parti du côté de Nîmes. Poulain, qui a donc mis un terme à sa carrière. Dragan Potrucha, qui est parti à Créteil, et encore Samuel Hugolin. Ça, c'est au niveau des départs. Au niveau des arrivées, la fameux Sébastien Bosquet, qui arrive de Dunkerque, Romain Ternel, comme tu disais. Ensuite, les deux Tunisiens, donc, qui viennent du club de Tunis, donc il y a Chourieff, pardon pour la prononciation, et Bougamni. Le gardien Gadjic, qui vient de Véligné, encore un Espagnol, parce que l'Espagne a perdu beaucoup de joueurs. Campos, qui arrive de Lyon, et encore, bon, un jeune temps de formation qui intègre l'équipe 1, c'est Brassler. Voilà. Ouais, donc bon petit recrutement et Une puis bonne petite équipe, ouais. on verra un peu comment la mayonnaise va prendre du côté de Tremblay pour pas revivre une saison comme Moi, l'a je suis dit. convaincu du potentiel de Tunisien, si je peux me permettre. Ouais, donc Notamment Bougamni, que je suis depuis quelques années, qui a vraiment progressé, je trouve. eh ben on verra tout ça hein, cette saison qui s'annonce passionnante. On va maintenant passer un peu aux équipes qui vont peut-être être en difficulté. Tu parles de Célestin, non? Bon, il y en a un peu quand même. Hein. M'en doutais. Ça sera, bon, après ça n'engage que nous, mais on pense à Dijon déjà. Est-ce que Dijon va pouvoir ne pas faire comme déjà Billière hein, la saison dernière, les pauvres. Et puis, est-ce que tu vois Stéphanie Dijon se sauver? Non, enfin, malheureusement, je vois pas comment Dijon pourrait tenir la route. Après, comme Billère, c'est malheureux pour Billère, mais je pense pas que c'est possible de reproduire. Enfin, oui, bien sûr que c'est possible de reproduire une saison, mais enfin là, ça a été cauchemardesque l'année dernière pour Billère. Non, je pense pas. J'ose espérer, je souhaite à Dijon qu'il remporte au moins quelques matchs, mais ce qui est sûr, c'est que
je les vois pas, je les vois derniers. Après, non, tu parlais de Célestin quand tu disais les équipes qui seront en difficulté. Bon, enfin, je les vois pas dans le tout bas du tableau. C'est-à-dire que voilà, effectivement, les Dijon, je les vois un peu derniers, une saison un peu dure. Mais bon, ça va leur permettre d'apprendre et puis de repartir en D2 avec plein d'expérience. Mais après, voilà, faudra voir du côté faudra voir Ivry aussi, faudra voir Nîmes. Nîmes qui est quand même aussi très costaud physiquement, mais faudra voir, faudra les suivre. Ouais, qui a bien recruté, hein, avec Desbonnets notamment. Du côté de Nîmes, c'est pas mauvais, hein, Damien Wag et puis. C'est pas mauvais. Sorina. C'est espagnol aussi. Ouais, quelques Espagnols et puis surtout leur artilleur, hein, Guillaume Sorina qui marque but sur but. Ouais. Donc Nîmes, ça peut être une petite surprise dans le championnat, Mika. Ouais, j'ai pas envie de me mettre à dos mes potes, mais non, moi je pense qu'ils ont largement le potentiel pour se sauver parce que c'est une équipe qui quand elle se met en marche vraiment, qu'elle a la hargne, va à 2000 à l'heure, défend sans rien lâcher. Et je pense qu'au Parnasse, il y a pas mal d'équipes qui vont se casser les dents et que ça va leur permettre de se maintenir. Maintenant, de là à être la surprise du championnat, j'en suis pas convaincu. Alors, il y a Cesson, on n'en a pas parlé également. On ne sait pas trop comment cette équipe se place, hein, Sébastien. Ton avis sur Cesson, d'Igor Anic notamment, qui a perdu, Cesson a perdu Romain Ternel, je vous le rappelle. Donc, c'est perdu aussi, ouais, Safi Boultip aussi, qui est parti à Dubaï. Bon, après, on savait qu'il était en très très bon terme avec ses dirigeants notamment. Bon, après, c'est vrai que quand on regarde, on va dire, l'effectif, quoi, les arrivées, au niveau des arrivées, il y a Derbier qui arrive de Istres, et encore deux noms à consonance ex-Yougoslavie, donc Selica qui arrive du Qatar et Batinovic qui arrive de Skopje. Donc voilà, c'est un recrutement, on va dire, assez calme. Bon, quelques départs, Ternel, Boultif, Polidor, et encore aussi Hernandez Pola qui est parti. Je pense que ça peut aussi leur faire du mal. Il n'était plus déjà, Hernandez Pola. Il était déjà parti. Ouais. Déjà parti depuis un an, ouais, exactement. Donc là, voilà, c'est pareil, Sébastien, petite boulette, hein, donc tu revoiras tes fiches. T'es mis à l'amende, hein, pour l'année prochaine. Donc Cesson, pareil, on parlait d'Ivry aussi qui a perdu Diego Simonet. Hein, donc est-ce que Pablo, le petit frère, va pas se sentir un peu seul, lui qui vient du côté de je sais plus quoi d'ailleurs. Il vient d'où, Sébastien? Cuenca, je crois, un truc comme ça. Du championnat espagnol déjà. Voilà, c'est ça. Et le club, c'est le club de... Allez, à toi maintenant. Suenca. Cuenca. Voilà. Cuenca. Bien joué, voilà. Moi, je dis bon point pour Stéphanie Guettoc. Tout à fait, ouais. Mais bon, c'est un bon joueur. Après, je l'ai vu notamment au dernier mondial jeune. Comme on serait qu'il a été beaucoup, beaucoup plus utilisé, quoi. On a vraiment mis beaucoup de poids sur ses épaules et il a répondu présent. Je pense qu'il peut apporter, malgré sa jeunesse, il peut apporter quelque chose à cette équipe, hein. Ça c'est mon opinion. Eh ben on va se mouiller maintenant, on va donner quand même nos deux parce qu'on parle de Dijon qu'on est pratiquement unanime. Je sais pas si les auditeurs sont sur le chat avec Sabine, mais ils peuvent nous donner aussi un peu les deux équipes qui seront dans la charrette, hein. Voilà, faut se lancer. Donc allez, Sébastien, tu vois qui alors? Juste une petite parenthèse, je veux juste remercier Stéphanie de ne pas avoir mis Célesta dans les équipes potentiellement en D2. Merci beaucoup, Stéphanie. De rien, Sébastien. J'apprécie. C'est ma petite préférence, ça, pour les Alsaciens. Ah, voilà. Ah, on va en baver cette saison, moi je vous le dis. Ah bah, ça bien fait pour vous les gars. Non, bref, redevenons sérieux. Moi je verrais, malheureusement, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je verrais le Dijon avec mon ami Denis Latou, malheureusement. Et l'autre équipe, je dirais le Pays d'Aix. Non, je déconne. Tu peux, hein, si c'est ton ressenti. Non, c'était pour moi. Tu connais, c'est que j'aime bien vanner, cher ami. Allez, lance-toi. Ivry, Nîmes, je sais pas moi. Tu sais pas, il y en aura qu'une qui part parce qu'on passe sur un club de championnat. Bon, allez, je dirais, non, je peux pas dire Nîmes parce qu'il y a mis des bonnets, je peux pas dire ça. Bon. Allez, on va dire, Cesson, allez, tant pis. C'est une équipe où tu connais personne, c'est pour ça que tu la mets? Si, j'en connais un en plus que j'apprécie beaucoup, mais j'espère qu'il écoute pas parce que sinon c'est bon, je suis pas dans le. Voilà.
À Cesson, ça serait quand même une petite surprise, hein, mine de rien. Oui, bien sûr, mais bon, je veux dire, là, entre la Pless et le Koya, là, vous m'en posez une bonne. Hein. Allez, on va demander à Stéphanie. Alors, Dijon et... Bon, bah, écoute, non, franchement, là, pour ce coup-là, j'ai vraiment pas envie de me mouiller. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire que ça sera limite un peu tout l'intérêt de ce championnat cette année. Alors, si on donne Paris archi favori, c'est vrai que j'ai du mal à donner celui qui descendra avec déjà avec Dijon. Alors, ça me fait mal au cœur de le dire, mais puis de toute façon, jamais rien n'est joué, hein, donc. Mais non, je sais pas. Non, je pourrais pas. Mika, est-ce que toi, t'as... moi. Non, moi je peux pas me permettre, moi. Non, c'est vrai, on n'a pas le droit. Effectivement, d'habitude, je te pose pas la question. Là, on parlera pas. Ouais, effectivement, on va pas non plus faire des bêtises. Donc voilà. Alors sur le chat, on nous dit Dijon et Nîmes. Donc voilà, hein, c'est un peu. Nîmes, ils ont du cœur quand même. Alors, est-ce que ça va être tendu hein, quand même. Nîmes, vu la saison. Nîmes, vraiment, ouais. Nîmes, si la mayonnaise prend et si, franchement, ce que disait Mika au Parnasse, il va y avoir pas mal d'équipes qui vont se casser les dents. Franchement, après, ça dépend, ça peut être tout ou rien. Donc, bon, à suivre. Alors, on attend Sébastien Mangin pour la Pro D2. Alors. L'année dernière, il est arrivé à peu près à cette heure-là, mais c'était encore son ancien coach. Là, c'est Pascal Mahé. Donc, il est déjà arrivé. Hein. Donc, c'est Pascal Mahé du côté de Chartres. Donc, j'espère qu'il ne va pas les retenir trop longtemps, chers auditeurs. Donc voilà un peu pour cette arénage qui s'annonce quand même passionnante. Alors, on a parlé de toutes les équipes. Alors, on est à tendance tous à dire que Paris sera champion. Donc, on est loin d'avoir une surprise quelconque dans le championnat. Le championnat est pratiquement joué pour la tête, alors, Mika. Malheureusement. Comme l'année dernière. Ouais, non, l'année dernière, non, t'avais mis Montpellier. En début d'année, j'avais mis Montpellier, moi. C'est vrai. Il n'y avait pas l'histoire de. Voilà. Non, puis j'étais pas sûr que la mayonnaise prenne tout de suite au PSG, parce que mine de rien, on a beau avoir les meilleurs joueurs, s'il n'y a pas l'équipe, s'il n'y a pas le fond de roulement, ils peuvent se prendre le pied dans le tapis. Alors là, maintenant, cette année. C'est pareil, il y a plein de nouveaux joueurs, mais ces joueurs sont tellement talentueux que c'est dur de ne pas les voir champions. Alors maintenant, c'est le sport, il peut toujours y avoir des surprises, mais dans le handball, c'est quand même moins aléatoire que dans le foot. Alors on va pas taper sur Paris, mais il y a pas mal qui se plaignent. D'une part, là, je vois une réaction sur le chat également. Paris, au Trophée des Champions, s'est senti suffisant. Une équipe de champions ne fait pas une équipe championne. Donc voilà, ça c'est dit. Et il y en a pas mal qui se plaignent aussi des prix des places qui ont explosé du côté de Coubertin. Je prends le prochain match, je sais plus, PSG rencontre qui en début de championnat, je l'avais sous les yeux. Paris-Toulouse. Ah, c'est Toulouse. Alors il me semble que c'est Paris-Toulouse, une place à 30 euros. Malheureusement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. L'an dernier, c'était impossible d'avoir une place. C'était donc quand on fait du business et les Qataris ils font du business. S'ils vendent toutes leurs places à 30 euros, eh ben, ils les laisseront à 30 euros. Si à chaque match, il y a 500 sièges vides parce que les places sont trop chères, c'est ça, ils mettront moins cher. Donc et franchement, tout le monde rêverait de mettre ses places à 30 euros. Quoi. Ça voudrait dire que... Ouais, nous, à Aix, on a augmenté un peu le prix des places aussi parce qu'il y a 3000 demandes. On a une petite salle et à chaque fois, il y a 3000 demandes en plus. Donc, on serait idiot de ne pas le faire. Donc, ouais, donc il y en a qui se posaient la question si Paris ne sélectionnait pas un peu leur public. Quand on regarde le football, on se demande pas pourquoi la place est à 45 ou à 50 euros. Hein. C'est pas parce que c'est du handball que c'est en salle qu'il faut que ce soit moins cher qu'un match de foot. Hein. C'est clair. Donc la réponse est toute trouvée. Parce qu'il y en a qui, voilà, comme je vous disais. Non, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué dans ces temps de crise d'avoir accès à des petites parenthèses. Et c'est vrai que de suite, le hand qui était très populaire et très accessible, aujourd'hui est en plein développement et les Qataris arrivent avec tout ce qui possède de savoir et d'argent. Donc c'est sûr que bah oui, ça crée des gens, des mécontents et je peux comprendre après comme dit Mika, s'ils remplissent la salle,
Ils n'ont aucun scrupule de le faire. Après, si on remplit pas, on peut toujours offrir des places moins chères, voire même inviter des écoles. Mais eux, là, au jour d'aujourd'hui, ils sont passés en plus sur un fonctionnement comme le PSG foot. Donc là, on est sur du copier-coller. Donc là, ça va devenir de plus en plus élitiste, non, mais en tout cas compliqué de. Ça va être difficile, hein. C'est vrai que je prenais un exemple sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disaient, moi je veux me déplacer avec mes 2 enfants et ma femme. Bah, c'est tout de suite, c'est tout de suite hors de prix, hein, tout simplement. Voilà, c'est un peu la rançon de la gloire, hein. Enfin, voilà, c'est le revers de la médaille aussi, mais et voilà, En même temps, ça crée la rareté de la chose et tout ce qui est rare est cher. plutôt que d'y aller, trois ou quatre fois dans l'année, ben, les gens iront 1 ou 2 fois et il y aura une rotation parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Donc ça permet aussi de faire fermer le public, quoi. Effectivement, donc la 16e journée, hein, non, c'est pas la 16e, qu'est-ce que je raconte, moi, Toulouse-Paris, donc la première journée du championnat. Toulouse-Paris, on l'a dit, Cesson-Rennes face à Chambéry, Ivry face à Nantes, Montpellier face à Aix. Ça va pour commencer, ça va être, voilà, vous rentrez directement dans le dur, hein, Mika. Oui, bah, pourquoi pas, hein. Au moins celui-là il sera fait, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour se mettre en confiance, mais en même temps, si on y va sans pression et si on crée la surprise, on est tout de suite sur une bonne dynamique. Donc non, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Alors Montpellier-Aix, match aussi d'affiche, hein. Saint-Raphaël-Nîmes, donc pareil, ça va être un match qui va valoir le déplacement. Célestat-Dijon, Tremblay. Dunkerque. Donc on l'a dit, le retour de Romain Guillard du côté de Tremblay, ça sera la première journée qui se déroulera cette semaine, hein. Et je crois leur match sur Canal, ça doit être C'est le Toulouse-Paris. Toulouse-Paris, exactement. Paris, puis la deuxième journée sera Paris, la troisième ce sera Paris. Voilà, donc Paris a pris un abonnement. Je crois qu'aujourd'hui, cette année, si tu allumes Canal et que tu tombes pas sur un match de Paris, que ça soit au foot, au hand, ouais. Après pas forcément, enfin après ça dépend ce qu'ils recherchent, mais après si tu cherches des matchs un peu qui vont se jouer, je suis pas persuadée que tu prennes toujours Paris. Ouais, mais ils s'en foutent. Ouais. On l'a vu quand c'était Montpellier qui dominait tout. Il y a une saison où 5 matchs d'affilée, on a vu Montpellier mettre des branlées à tout le monde. Ce qui est un peu dommage, ouais. Alors j'ai quelques infos, hein, de Sébastien Mangin qui arrive dans 5 minutes exactement. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ils finissent à 20h45 l'entraînement, donc du côté de Chartres. Donc il est là dans 5 minutes. Et je remercie au passage Estelle, hein, qui m'a prévenu sur Skype. Donc voilà Si tu veux, tu nous racontes ta vie, hein. Non, mais c'est pour prévenir, hein, que Sébastien Mangin sera un tout petit peu en retard, Mika. Donc cette première journée, on l'a dit, est-ce que Aix est programmé, toi, sur Canal? Vous le savez peut-être avant ou pas? Non. Ben, nous, j'ai peu d'espoir qu'on passe sur Canal, puisque dans notre salle, ils n'ont pas envie d'y venir, et je les comprends, c'est assez difficile à filmer, même si j'ai revu le match qu'on avait fait contre Montpellier, et c'était pas si catastrophique que ça. Et à l'extérieur, ben, tout dépendra des résultats. Si on est dans la première moitié de tableau, ils nous mettront peut-être des matchs chez des concurrents directs. Mais à Aix, j'ai peur qu'ils ne veuillent pas y venir. Ouais. Mais c'est sûr que le problème de salle y est pour beaucoup, ça c'est certain. Ouais. Ah ouais, on en parle depuis 2 ans, ce problème mais de salle. C'est assez normal, mais ça y est. Ah. Aix, je crois, a voté sa salle et elle sortira de terme, mais bon, on a encore du temps. Je crois qu'il commence à la faire en juin et ça va prendre 1 an et demi, donc il y en a pour un petit moment encore. Bon, on espère que ça se fasse vite pour Aix, hein, et c'est pratiquement indispensable pour continuer l'évolution de ce club, hein, Mika. Oui, c'est plus qu'indispensable. Si on l'a pas, ça sert à rien de continuer et d'avoir un objectif d'Europe. Les normes vont évoluer. Je pense que même au niveau de la Ligue nationale, d'ici 4-5 ans, la salle sera plus homologuée. Donc il faut vraiment faire ça vite. Ouais, très vite même. 21h11, je vous le rappelle, Sébastien Mangin va pas tarder à arriver, on va parler de Pro D2. Justement, Sébastien nous a préparé tout ce qu'il faut sur la Pro D2, mais je vais peut-être vous demander aussi votre avis concernant les futures équipes qui pourront peut-être prétendre à la montée en LNH comme a pu le faire Dijon et Nîmes cette année.
Alors, il y a Chartres qui se pose aussi en candidat, avec un bon petit recrutement, un changement d'entraîneur. Sébastien nous en parlera peut-être plus, mais Stéphanie Chartres est pourquoi pas éligible à cette Ah oui, je montée. les vois bien. Ouais, ouais, je les vois bien. Et en plus, non, non, ils ont fait un recrutement équilibré. Sincèrement, apparemment, en plus, ils ont quand même un petit budget pour. Donc, bon, après, c'est toujours le problème, c'est monter, mais une fois en D1, avec qui, comment Toujours le même Mais bon, en problème. tout cas, je les vois faire une très belle saison et jouer pour la montée, ouais, tout à fait. Il y a Mulhouse aussi, Mika, on en parle chaque année. C'est toujours en finale de play-off qui échoue un peu pour Mulhousien. Ouais, ouais, j'avais été un peu déçu l'année dernière d'ailleurs de leur défaite. Mais non, pour cette année, moi je vois Créteil champion et Billière derrière qui s'est reconstruit une équipe très intéressante. Donc les deux descentes remontées directement. Directement, c'est ton avis aussi, Sébastien? Non, personnellement, Mulhouse, qui je les suis quand même toute la saison, quoi. Moi, personnellement, cette année, je les verrais pas dans le top 4, top 5, quoi. Je verrais plutôt, on va dire, une équipe comme Chartres, Biel, et pour moi, Créteil devrait être au-dessus. Ah, ça a coupé du côté de Sébastien, un petit problème technique. Non, non, je suis là. Ah, voilà, on l'a retrouvé. Alors, Je suis là. on t'a pas entendu. Alors, Mulhouse? Mulhouse, bon, ils ont fait un recrutement qui est intéressant, on va dire, avec notamment un Espagnol, il y a aussi un arrière monténégrin, je crois, une belle petite équipe, puis il y a aussi même un Belge, petite nouveauté, qui est arrivé chez nous en Alsace, ça va peut-être en faire sourire plus d'un, mais moi je verrais plutôt, on va dire, Créteil tenir le haut de tableau, avec encore Chartres, qui a, comme a dit Stéphanie, un bon recrutement, avec notamment Graubach dans les buts, et encore Villers, qui a fait pour moi un recrutement plus intelligent que ce qu'ils avaient fait pour leur saison à l'NH. Eh ben, écoutez, d'accueillir Sébastien Mangin, on va peut-être parler de ce fameux logo, hein, le concours qu'on avait lancé sur la page Facebook. Vous avez été nombreux à nous faire bah, votre logo à votre façon. On en avait isolé, voté trois. Donc, je rappelle, hein, Sébastien Mangin, Michael, Yves, Benoît, tout ça, moi-même, Sabine, je crois, avait voté, Sébastien Ripstein aussi. Donc, on en avait pris trois et c'est sans surprise. Alors, ça a l'air, j'en ai entendu des belles et des pas mûres. Donc, c'est pas parce que c'est un nom de balleur, mais c'est William Anotel, hein, qui a été élu par vous-même, hein, ça sera le prochain logo. Alors après, je sais pas comment ça va se passer pour la tenue d'entraînement, hein, Mika, ça, tu te débrouilles avec William ou je sais pas. J'imagine que bon, il s'en fout un peu. Ouais. Est-ce qu'on la reverse à quelqu'un dans un prochain concours ou pas? Oui, on la Voilà. gardera pour un prochain On concours. la gardera pour un prochain concours. Donc, je vous remercie tous, hein, d'avoir joué le jeu, d'avoir voté. Donc le prochain, voilà, le futur logo, c'est celui-là de William Anotel, qui a été élu pratiquement à l'unanimité, hein. Donc sachez-le, ça c'est pas, ça c'est, voilà, ça a été de loin le plus plébiscité. Donc on Bon, remercie. il a pas de, il a pas de mérite, c'est son métier, hein. Il est graphiste, donc Donc il est graphiste, hein, et en plus handballeur. c'est Donc normal que c'est lui qui ait fait le travail le plus abouti. voilà. Donc large victoire, comme le confirme Sabine, qui gérait ça en off. Donc merci à William d'avoir tout simplement participé. Merci aussi à Clément qui était finaliste, et il me semble que le dernier c'était Marie, également Marie Montigny. Donc voilà, merci d'avoir joué le jeu. Et puis comme je vous le disais, prochain concours, il y aura la tenue d'entraînement de Michaeli, mais il y aura aussi des bons d'achat de 20 euros, hein, chez pk1.fr. Donc voilà, partenaire qui nous rejoint également pour la saison, en nous offrant ses bons d'achat. Donc il y aura des petites questions comme ça pendant toute la saison. Donc soyez vraiment à l'écoute. Allez, j'espère que Sébastien Mangin nous a rejoint. Oui, je suis là. Eh, parfait, bonsoir Sébastien, merci d'être encore avec nous pour une belle année qui se prolonge. Donc l'entraînement, ça a fini un peu plus tard avec Pascal, hein. Ouais, on a un petit quart. Déjà, bonjour à tous. Bonne saison à tous, bien évidemment. Et ouais, nous, cette année, on a un
petit quart d'heure de rab, on finit un peu plus tard, donc normalement je devrais être là à écart, ça va être short, mais ça devrait le faire quand même. Alors, c'est vrai que je t'ai pas présenté l'équipe, comme tu le sais, hein, Benoît Perabou n'est plus trop disponible, hein, s'entraîne très tard, bosse très dur. On rigole pas, s'il vous plaît. Euh, et puis donc il y a Sébastien Ripstein hein, qui nous a rejoint, Michael Hill qui est toujours là, et Stéphanie Fernandez. Donc voilà un peu l'équipe du lundi, j'ai envie de dire. Ouais, bah, bienvenue au nouveau et de nouveau bonjour amical. Salut. Michael. Salut Allez, Sébastien. on va commencer avec cette Pro D2, Seb. Ouais, ok. Donc d'abord, je voulais vous faire un petit point sur la formule de cette saison parce qu'il y a pas forcément pour l'accession à LNH, mais en tous les cas pour la relégation, il y a de nouvelles règles entre guillemets. En tous les cas, une nouvelle formule. Bon déjà, la Pro D2, comme vous le savez, cette saison, il n'y aura que 13 équipes car Villeurbanne n'a pas été autorisé donc à se mêler à la lutte de ce championnat de Pro D2 pour des raisons financières. Voilà, donc il y aura toutes les semaines une équipe qui sera exempt. Pour commencer, ce sera Vernon. Pour l'accession à LNH, rien n'a changé. Le premier donc accédera directement à la LNH. Ensuite, pour la deuxième place d'accession, il faudra passer par des playoffs comme l'année dernière. Donc du deuxième au cinquième. Les places gagnées pendant la saison régulière permettent de recevoir au match retour, ce qui est plutôt intéressant, sachant que le deuxième, du coup, peut, en cas de victoire en demi, recevoir aussi sur la finale. Donc ça, c'est inchangé. Par contre, ce qui va changer, c'est que donc du coup, pour la descente éventuelle en National 1, le 13e est relégué d'office, ce qui aurait été le cas s'il y avait eu un 14e. Donc le 13e est relégué d'office. Ensuite, sur le 12e, donc le 12e va participer à un barrage à 4 avec les 3 premiers de National 1. Et ensuite, donc pour l'instant, on ne sait pas exactement, mais en tous les cas, les 3 premiers, les 3 meilleurs de ce barrage à 4 iront en Pro D2. Donc il y aura soit 3 accessions, soit 2 accessions et un maintien au cas où le 12e arriverait dans les 3 premiers de ce barrage à 4. Voilà. Eh ben, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, c'est bon, ça change un J'ai petit peu compris. des années précédentes, mais voilà, bon, en gros, pour le haut du tableau, ça change rien. Et pour la fin du tableau, le 13e descend direct et le 12e participe à des barrages avec les premiers de N1. Voilà. Alors, Mais il peut sauver sa peau, hein, le 12e. Voilà. ouais, donc on va suivre tout À ça. la demande. Alors, Sébastien, justement, on parlait du haut du tableau. Alors, les prétendants à cette accession en LNH, est-ce que Chartres se porte un peu ce fardeau, entre guillemets, et cette étiquette de favori? Favori, je sais pas, mais en tous les cas, les ambitions du club ont été affichées dès le début de la préparation, autant par les joueurs, l'entraîneur que le président. Donc, effectivement, l'objectif du club cette saison est d'accéder en LNH, que ce soit par la première place ou par les playoffs. Mais effectivement, c'est l'objectif du club pour cette saison. Voilà. L'année dernière, l'objectif était de rentrer dans les 5 premiers pour pouvoir disputer les playoffs. Ce qui avait donc d'ailleurs été réussi. Et cette saison, on essaye de passer un échelon supérieur, donc en essayant de monter en LNH. Voilà. Donc, On sait que ce sera compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup d'équipes c'est vrai. qui veulent ces 2 places, mais en tous les cas, les ambitions du club ont été affichées dès le départ. Voilà. Alors, avant que tu arrives, on a demandé un peu l'avis à nos spécialistes. Donc, Stéphanie mettait Chartres, je crois, susceptible de monter. Le deuxième, Stéphanie, je me rappelle plus. Créteil, enfin, je l'ai pas dit, mais je vois bien Créteil aussi remonter. Créteil, Mika voit Créteil, Billière, et Sébastien. Alors moi, je me garderais bien de faire des pronostics, donc je dirais Chartres, et puis après, pour le deuxième, on verra. Mais en tous les cas, ça, c'est un objectif. Là, en ce début de saison, je trouve que c'est assez compliqué de faire des pronostics sur en tous les cas, sur les résultats des matchs de préparation. Après, sur les collectifs proprement dit, Créteil, effectivement, qui garde son collectif de première division, semble bien armé. Après, pour Billard, il faut voir si la mayonnaise prend, parce qu'ils ont quand même eu pas mal de chamboulements à l'intersaison, avec notamment 12 départs pour cette arrivée. Donc voilà, j'attends un peu de les voir pour me prononcer. Donc on va voir un peu avec toi les principaux concurrents de ce championnat et puis les équipes qui vont lutter pour le maintien. Ouais, voilà, donc je les ai pris un peu par ordre alphabétique pour pas faire de jaloux et pas faire de classement dès le départ. Donc on a Angers, tout d'abord, qui, comme l'année dernière, a chamboulé pas mal de choses au niveau de l'intersaison. Donc 9 départs et 8 arrivées.
avec des joueurs quand même assez connus qui sont partis, avec donc Bouchta, Baran, Klimetch, des joueurs en tous les cas qui étaient habitués aux joutes de la première division. Et donc un groupe qui a été rajeuni et puis qui a surtout vu l'arrivée dans leur collectif de Mathias Ortega, donc expansionnaire du PSG, donc il va venir apporter toute sa vista sur l'aile droite. Et voilà, sinon on a Obad, un joueur de Créteil qui a pas trop joué la saison dernière, qui va essayer de venir se relancer à Angers, et puis aussi Massira Sakho qui était à Semur, donc l'arrière droit puissant qui va essayer d'apporter toute sa puissance à Angers l'année prochaine. Ouais, voilà. Sinon, au niveau de la prépa, ils ont notamment battu Valence et été défaits contre Saran en N1 sur la fin de cette préparation. Donc équipe à suivre. Donc Besançon qui pour son premier match recevra Nancy, qui a enregistré 5 départs. Et puis qui, à part l'arrivée de Tokic en cours de saison, n'a pas vraiment eu d'arrivée, si ce n'est des jeunes, avec des arrêts importants de joueurs comme Claire qui était là depuis longtemps, ou Vincent Chiappini. Donc l'entraîneur Christophe Viennet s'appuie sur un groupe qui finalement n'aura pas trop changé. Et donc 9 matchs de préparation pour eux, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites, et notamment un bon match nul contre Poton-Combo. Voilà, ensuite Billère qui recevra pour son premier match de la saison Angers. Là par contre, gros chamboulement à l'intersaison, 12 départs, et pas des moindres, Pierre-Yves Rago, Goumal, Mialkov, des joueurs qui étaient là depuis, pour certains depuis longtemps. Donc avec des arrivées aussi de joueurs confirmés au niveau international comme Kérin par exemple, qui participe souvent au championnat du monde. Et donc aussi sur le poste d'ailier gauche de Kabangeni qui jouait à Saintes. Voilà, donc pour Robillard qui affiche aussi tout de suite des ambitions de remonter. Donc on va voir un petit peu sur les premiers matchs si ce chamboulement un petit peu de collectif a bien pris. Et donc l'entraîneur souhaitait une équipe qui soit un peu plus athlétique, autant pour la Pro D2 qu'en cas d'accession en LNH, pour qu'il y ait une continuité entre cette accession et la saison d'après, pour éviter un petit peu les déboires de la saison dernière. On rappelle qu'ils n'avaient pas réussi à gagner un match, donc ils ont essayé de faire ce qu'il faut à la trêve. A signalé une défaite contre Pampelune, donc à 27-24 pendant la préparation. Ouais, Billard, c'est un peu l'interrogation quand même. Ouais, c'est un peu l'interrogation, mais bon, je pense que les dirigeants ont pris conscience assez rapidement en LNH que ça serait compliqué pour eux de se maintenir. Donc, plutôt que de se morfondre, ils ont tout de suite décidé de se pencher sur la saison d'après, donc en essayant de faire un recrutement qu'on espère pour eux judicieux. Et je vous dis, j'attends de voir un petit peu les premiers matchs, mais bon, vu les joueurs qu'ils ont recrutés, je pense que ça peut, si ça prend bien dès le départ, ça peut être une équipe très difficile à manœuvrer. Et puis bon, on sait que chez eux, c'est toujours difficile, quoi. Ouais. Voilà, donc ensuite Bordeaux, qui finalement est la seule équipe qui va accéder à la Pro D2, vu que Villeurbanne n'aura pas le droit d'accéder. Donc Bordeaux qui recevra Istres pour son premier match. Recrutement, ils ont eu 2 départs pour 3 arrivées. Donc Cédric Ignol qui arrête, un ancien joueur à son époque aussi du Paris Handball, et notamment ils ont recruté sur le poste de pivot Aguilar qui était à Istres, et à l'aile droite Kiefer, un gaucher finisseur. Voilà, ils ont gagné il y a peu de temps le tournoi des Ducs de Bourgogne en battant Valence en demi et Saran en finale 30-26. Donc je pense que sur la continuité de la saison dernière, c'est une équipe qui est compliqué à manœuvrer et qui va jouer sur des valeurs défensives. Donc je pense que dès le départ, ils vont être prêts, contrairement à certaines équipes qui ont eu beaucoup de remaniements dans les collectifs. Ils devraient être prêts assez rapidement vu que le collectif n'a pas trop bougé. Ensuite, on passe donc à Créteil. Donc Créteil qui recevra Mulhouse. Je pense que ça va être un bon test. Ils joueront le dimanche 15 à 16h15 à Aubron, à Créteil. C'est un bon test pour Créteil d'entrée parce que Mulhouse, c'est une équipe qui, malheureusement pour eux, j'ai envie de dire qu'ils sont maintenant habitués à la Pro D2 puisqu'ils ont échoué 3 fois en accession. Donc ça va être compliqué pour Créteil d'entrée parce que Mulhouse joue bien, des joueurs qui se connaissent déjà depuis un petit bout de temps. Créteil qui a vu 7 joueurs donc partir ou arrêter pour 6 arrivées. Donc un arrêt, enfin pour l'instant un arrêt, j'ai envie de dire, de Fabrice Gilbert, donc un des meneurs de cette équipe qui arrête. Et ils ont recruté
pas mal à l'étranger, avec notamment Grossas, un Lituanien qui joue surtout en défense, et l'expérimenté Dragan Pochucha qui vient de Tremblay et donc qui va venir apporter toute son expérience dans la cage. Ils ont quand même remporté leur dernier match de prépa contre Massy, malgré une préparation qui a quand même été énormément chamboulée par les blessures. Moi, je peux en attester puisqu'on les a rencontrés et il manquait à ce moment-là dans leur collectif 9 joueurs des 16 joueurs pro répertoriés chez eux. Donc ils ont fait pratiquement la prépa avec 7-8 joueurs majeurs qui étaient blessés. Donc ils n'ont pas pu Benjamin Pavoni, l'entraîneur, n'a pas pu en fait fonctionner avec son collectif. Mais donc je pense quand même qu'avec la petite marge de sécurité qu'ils ont par rapport à l'année dernière, ça ne devrait pas poser de problème. Mais je le répète encore une fois, c'est un gros test pour eux sur cette première journée avec la réception de Mulhouse. Ça va pas conditionner la saison, mais c'est vrai que ça va être un match important. Non, mais bon, oui, effectivement, je pense que ce que tu dis, c'est quand même important parce que c'est une équipe qui, avec le départ notamment, l'arrêt notamment de Fabrice Gilbert et de certains autres joueurs, c'est une équipe qui est quand même rajeunie avec pas mal de joueurs du centre de formation qui sont de très bons joueurs. Mais la Pro D2 est un peu particulière. Ils vont rentrer dans cette poule de Pro D2 avec un statut de favori qu'ils n'avaient pas du tout l'année dernière donc en LNH. Donc il va falloir qu'ils assument ce statut d'équipe favorite. Et donc quand on est jeune, c'est pas toujours évident d'assumer ce statut. Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, mais l'échec va être difficile pour eux dans la mesure où ils ne seront pas pardonnés. Donc c'est pour ça que je dis que ce premier test contre Mulhouse, si jamais ils le remportent et qu'ils sont sur une dynamique positive, ça peut rigoler pour les jeunes. Si après par contre ils sont sur une dynamique négative, ça peut être un peu compliqué. On l'a vu un peu l'année dernière avec Istres. Donc la transition est toute faite justement puisque Istres cette année va entamer sa deuxième saison en Pro D2, qui a eu un gros écrémage au niveau du collectif avec 11 départs, et notamment l'entraîneur, puisqu'on se souvient qu'il avait été écarté en fin de saison. Ouais. Gilles Dereau avait assuré l'intérim, et c'est lui d'ailleurs qui va continuer cette saison. Ils enregistrent quand même l'arrivée de 5 joueurs. Je trouve que le recrutement a été, en tous les cas en qualité, intéressant, même s'ils n'ont pas compensé numérairement tous les départs. Donc ils ont récupéré Pierre Andry de Nancy, Yvan Gérard, donc, qui a été un des meilleurs ailiers gauche de la saison de Vernon, Rezar, un gardien donc, de Slovénie qui, moi je l'ai pu le jouer au tournoi de Véligné, c'est vraiment un très bon gardien. Et puis un recrutement malin sur la fin de saison, ils ont récupéré Bram de Witt de Semur, qui va leur permettre d'avoir un peu une puissance de feu au-delà de la ligne des 9 mètres, ce qui leur manquait un petit peu la saison dernière. À ma connaissance, Gilles Dereau a mis une pression de tous les instants sur ses joueurs dès le début de la prépa, parce qu'il a été conscient, il avait fait le diagnostic d'ailleurs de la saison dernière, où ses joueurs avaient eu du mal à supporter un petit peu cette pression qui avait été sur leurs épaules toute la saison et qui du coup les avait un petit peu éteints dans les matchs et il les avait sentis inhibés. Donc il a voulu dès le départ mettre une pression importante pour que finalement il n'y ait pas trop de différence entre la prépa et les matchs officiels. Donc là, pour eux aussi, un test, puisqu'ils vont à Bordeaux sur la première journée. C'est difficile d'aller se déplacer chez un promu, parce qu'on sait que les promus ont tout approuvé, et donc ils vont livrer toute leur force dans la bataille. Donc un match à suivre. Ensuite, un match intéressant à suivre, de par finalement les enjeux qui attendent les deux équipes, quoi. Ensuite, on a Massy. On n'a pas arrêté de le répéter la saison dernière, qui était un peu la surprise de cette saison, de la saison dernière, mais qui au final était au bout en finale de play-off, en demi-finale de play-off, pardon. Et donc se déplacera à Valence sur cette première journée. Recrutement ils ont été discrets au niveau du recrutement, 2 départs pour 2 arrivées. Donc surtout à signaler l'arrivée du meilleur arrière droit de Pro D2 de la saison dernière, Abdoulaye Sarr, qui vient renforcer donc cette équipe sur le poste d'arrière droit. Benjamin Brault avait dit clairement que son recrutement serait orienté sur ce poste-là, dans la mesure où il avait déploré énormément de carences l'année dernière sur ce poste, et il avait ciblé les volontés sur ce joueur-là, qui avait failli venir la saison précédente et qui puis finalement a pu venir et renforcer les rangs de l'équipe de Massy. À noter une défaite en prépa contre Ponto et Créteil, et une victoire contre Oisel, donc un club de Hanin qui s'est bien renforcé cette saison. Donc
Massy qui va avoir un statut un peu différent à défendre. La saison dernière, ils étaient un petit peu le repêché de la Pro D2. Cette saison, il va avoir un statut de barragiste pour l'accession à LNH à défendre. Donc à surveiller aussi sur les premiers matchs, voir s'ils arrivent à assumer ce statut ou si la pression sera un petit peu trop importante pour eux. Voilà. Ensuite, Mulhouse. Mulhouse, j'ai envie de dire, qui a raté les 3 dernières saisons l'accession à LNH, qui garde un collectif qui va être assez stable, avec tout de même quelques départs pour 4 arrivées, mais ils gardent quand même la base de leur équipe, avec notamment les 2 meneurs de jeu, Mehdi Guiri et Victor Boileau, voilà, avec Greg Martin sur le poste d'arrière gauche, Guéric Cherrier sur le poste d'arrière droit, Galot à l'aile droite, donc c'est Herbrecht à l'aile gauche, Jonot au poste de pivot, Stojinovic dans la cage. C'est une équipe qui bouge pas trop. Après, ils ont fait un bon petit recrutement, notamment sur le poste de pivot. Ils ont pris Iker Serrano, que je connais bien, qui a fait une saison à Tremblay avec moi, qui avait pas trop pu s'adapter. Ça a été un petit peu compliqué. Il avait des petits soucis personnels pendant cette saison. Là, il est revenu en France, remonté à bloc. Et moi, j'ai pu le voir toute une saison à l'entraînement. C'est un mec qui défend bien, qui chope tous les ballons, un vrai guerrier. Et je pense que ça va apporter une plus-value à cette équipe qui ne manque pas d'ailleurs d'atouts offensifs et défensifs. Voilà. Ensuite, Nancy qui ira à Besançon pour la première journée. Nancy qui a fait un recrutement chez les jeunes, puisqu'ils ont pris 3 arrivées avec notamment Simon Mayayo de Chambéry. Donc voilà, un joueur puissant, grand, qui envoie de loin. Et aussi Yann Poulidor, le gaucher qui évoluait l'année dernière en LNH à Cesson. Voilà, Nancy qui, son président, lors de la conférence de presse et de présentation de l'équipe de début de saison, souhaitait que le parc des sports de Vendeuvre redevienne une forteresse imprenable, ce qui avait été un petit peu oublié la saison dernière. En tous les cas, Nancy compte sur ses jeunes troupes aussi, puisqu'ils ont fait signer pas mal de jeunes pour que le président soit satisfait du rendement de ses troupes. Ponto Combo qui ira donc à Chartres pour la première journée. Le recrutement a été qualifié de recrutement de rêve par William Holder. Il dit que c'était l'équipe qu'il avait souhaité. Notamment avec donc Pavlovic qui occupera sûrement un poste de 3 défensifs pour remplacer Manolovic de la saison dernière. Aman, pivot très talentueux de Célestat. Il va falloir quand même digérer le départ de quelques anciens comme Ejmanek. Mais les matchs effectués par Ponto pendant la prépa, bien qu'ils aient été privés de gymnase pendant une bonne partie de la prépa, les matchs effectués pendant cette prépa laissent augurer de bonnes prestations de la part de l'équipe de William Holder. Et j'en fais une équipe à surveiller qui avance un petit peu masquée, contrairement aux équipes qui ont été annoncées un petit peu comme favorites, comme Chartres, Mulhouse, Créteil, Billère. Je pense qu'il va falloir se méfier de Ponto, qui, comme je le disais juste avant, fait pas trop de bruit, mais qui va être tout de suite performant à mon avis. Voilà, ensuite, il nous reste 2 équipes, Vernon et Valence. Vernon qui sera exempt donc la première journée. On les a joués nous il y a quelques jours. Donc ils ont eu des soucis financiers à l'intersaison avec une diminution de la masse salariale obligatoire. Donc beaucoup de départs, hein, Martilly, Kalic, Gérard, Bidin, Gezen, Nkuigwa, donc tous ces joueurs qui sont partis et ils ont seulement recruté, j'ai envie de dire, 2 joueurs, donc un Belge, Bollers, et l'ailier gauche anciennement de Billière, Manbar. Donc on voit qu'en tous les cas au niveau numéraire, ça n'a pas été compensé. Et bon, on sait que malgré tout, Vernon a un set de très grande qualité, hein, puisqu'il y a donc Sébastien Quintalé sur le poste de demi-centre, Tomic arrière droit, au poste de pivot, il y a Semir Zouzo, à l'aile droite, il y a Gracia, il y a le gardien argentin Garcia. Après, la difficulté pour eux va sûrement être de tenir toute une saison avec un collectif diminué en nombre. Je pense qu'ils seront capables de battre n'importe quelle équipe, mais après, sur la durée, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. En tous les cas, ils nous ont montré à nous que sur une heure, ils étaient capables de faire de bonnes performances, puisqu'ils nous ont battus assez facilement, j'ai envie de dire, malgré le score de 2 buts à l'arrivée. Et on finit avec Valence. Valence qui recevra Massy, qui a recruté 2 joueurs, dont un petit jeune que je salue, Jordan Pitre, qui évoluait à Tremblay, qui évoluera sur le poste d'ailier gauche. Voilà, une prépa qui a été très très dure physiquement.
avec beaucoup de travail foncier, énormément de pistes, de courses, de renforcement musculaire, de muscu, des journées à 5-6 heures d'entraînement. Tout ça mené de main de maître par Dominikovic qui voulait que son équipe soit prête au niveau physique. D'après lui, ils le sont. Ils ont bien digéré ce travail physique. Et même s'ils ont fait une prépa qui ne les a pas vus gagner un seul match contre une D1 ou une D2, mais seulement contre des N1, je pense que c'est une équipe qui est typiquement programmée pour être prête pour les matchs officiels. Et ça, c'est la patte de Davidovic. C'est un gros compétiteur qui va mettre la pression sur ses joueurs pour que dès le week-end prochain, cette équipe soit en mode compète et gagne des matchs comme ils l'ont fait l'année dernière à domicile, qui leur a permis d'assurer le maintien assez rapidement. Et ben avec ça, voilà. Si on n'est pas paré pour la Pro D2, belle saison qui se profile. Prochaine journée, donc c'est samedi, c'est ça? Ouais, ça commence vendredi pour certains et pour d'autres, ça finira jusqu'à dimanche. Comme je disais, il y aura un Créteil-Mulhouse ce dimanche à 16h15 et notamment Chartres qui reçoit Ponto ce vendredi voilà, à la Halle Jean Cochet. Et certains matchs seront retransmis grâce à Handvision et le site de la Fédé. Donc voilà, hein, il y aura Chartres, j'ai vu. Qui sera retransmis également. Bah écoutez, dernière petite question quand même Sébastien avant de remercier tout le monde. Petite nouvelle quand même, on en prend souvent de Sébastien Ostertag. Et comment ça va? C'est un peu compliqué. Il a rechuté il y a une semaine sur une élongation, petite déchirure aux ischios. Donc voilà, il avait fait une bonne partie de la prépa il était revenu avec de bonnes sensations et puis là ça a répété il y a pas trop longtemps donc c'est beaucoup de déception pour lui et on espère qu'il arrivera à se sortir. On n'en doute pas c'est pas difficile au niveau des blessures qui se répètent là maintenant depuis un an, mais en tous les cas le club, les joueurs, ses amis lui apportent un soutien conditionnel et on espère que ça sera qu'un mauvais souvenir dans peu de temps. Voilà. On l'espère aussi, donc un bon rétablissement à Sébastien Ostertag. Bah écoutez, là, c'était la première émission, donc on se rôde petit à petit avec une nouvelle équipe. On se retrouve la semaine prochaine. On va remercier quand même pour la première Stéphanie, honneur aux femmes forcément. Merci à vous messieurs en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne petite première et puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Mickaël également. Mika, bon match déjà face à Montpellier, un gros déplacement qui vous attendent et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Et pareil, hein, Sébastien Ripchan est parti, oui, il en avait marre, je crois. Je sais pas, il a déco ou je sais pas ce qu'il. Bon voilà, Sébastien. C'est alsacien alors. Cela, et puis Sébastien Mongin, hein, faut que j'arrive bien à. Non, c'est bon, t'es impeccable. Ah, là, j'assure. Pareil, hein, une grosse première qui vous attend, vous et Chartres, et puis à lundi, hein, surtout. Ouais, j'essaierai d'être un peu moins rébarbatif la prochaine fois. Là, c'était vraiment pour présenter un petit peu toutes les équipes. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu récitation. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire vivre un peu plus les matchs. Mais là, au moins, comme ça, tout le monde a une bonne base de ce qui va se passer cette année en Pro D2. Et une fois de plus, comme on l'avait dit l'année dernière, le niveau risque d'être encore au-dessus par rapport à l'année dernière, qui évolue aussi comme la LNH vers des rencontres de meilleur niveau et des collectifs de plus en plus intéressants. Et puis vous pouvez réécouter cette émission à partir de mercredi en podcast. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez loupé le début. C'était Romain Guillard, notre invité, et c'était toujours bon à écouter. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'oubliez pas les autres programmes sur RTS Radio, notamment mercredi, un excellent Liberté pour les auditeurs et la reprise d'El Sport avec une invitée de marque, une basketteuse, une braqueuse d'ailleurs, mais je vous en dis pas plus, donc soyez à l'écoute à partir de 21h pour El Sport. Allez, bisous à tous et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.